Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Team. Nous sommes ici à Val d'Isère, nous sommes dans un traîneau emmené par Stéphane et sa meute de chiens. Voilà, on est à vive allure, on découvre ces paysages magnifiques. Vous allez vivre plein d'émotions dans ce Culture T. De la peinture, de la photographie, un grand chef, de la musique classique et 2 voyages en Antarctique. Le premier avec Emmanuel Lepage, auteur de bande dessinée pour une très belle aventure scientifique. Et sans plus attendre, on va en Antarctique avec Malek Boukherchi, un marathonien de l'extrême. Il en a tiré un livre superbe, il nous en parle avec beaucoup d'émotion. Malek est un passionné, un fou, diront certains. Depuis quelques années, la course est devenue un objectif, une passion, un regard différent sur la vie, sur l'humain. Ce lien avec la course a débuté lorsqu'il était enfant. Le premier plaisir en tant que coureur, c'est quand j'étais footeux. Au départ, je suis un footeux. J'ai commencé le football à l'âge de 5 ans, jusqu'à 28 ans. Et jouer avec un ballon, jouer avec les autres procure un plaisir extraordinaire. Parce que tu n'es pas dans la contrainte, tu es dans le plaisir ludique. Il y a du jeu, il y a du partage. Il y a la passe qui est fondamentale parce que c'est la solidarité avec les autres. Et quand tu cours et tu joues au ballon, tu ne sens pas l'effort physique. Il n'y a que du ludique. Donc la découverte de la course à pied est passée par le football. Novembre 2013, c'est le départ pour la Lune. Malek, avec quelques autres fous furieux, va rejoindre l'Antarctique pour une course unique au monde, l'Antarctic Ice Marathon. Si on m'avait dit que la course à pied ou l'ultra-distance te permettait d'aller fouler le désert polaire, c'est quand même extraordinaire. You have the feeling that you are on the moon, not on Earth, alone. Je garde en mémoire les propos d'Oscar Wilde qui disait « Aucune carte du monde n'est digne d'intérêt si le pays de l'utopie n'y figure pas ». Or, quand tu prends la carte, la planisphère, pour moi, le pays de l'utopie existe. C'est l'Antarctique. C'est le pays sans frontières. C'est une terre qui appartient à tout le monde, à toutes les nations. Il n'y a aucun drapeau qui subsiste. Et c'est le sans frontiérisme, c'est le partage, c'est la fraternité. C'est le paradis blanc quand il fait beau, parce que sinon ça bascule très vite en enfer blanc. Mais c'est le paradis blanc. Ça a été un des plus grands plaisirs, parce qu'on a été tout de même 55 coureurs marathoniens. Après, je ne parle pas des 5 fous furieux pour le 100 km. Mais comme on est resté bloqué pendant 17 jours là-bas, tu n'as pas d'internet, tu n'as pas de télé, il n'y a pas de téléphonie mobile, il n'y a rien, il y a uniquement toi avec les autres. Et ben, tu prends le temps de découvrir l'humanité dans toute sa splendeur. Véritable fraternité. Et pour ça, c'était un plaisir extraordinaire en termes de rencontres. Les plus beaux paysages, ça reste les visages. Certes, le paradis blanc qu'est l'Antarctique est un écrin merveilleux. Mais ce qui a été encore beaucoup plus merveilleux, c'est les gens que j'ai découverts là-bas. Ceux qui sont partis, qui sont venus du monde entier, de toute ethnie, de toute confession. Le monde s'est retrouvé là-bas. On était très peu nombreux, mais le monde s'est retrouvé là-bas. La souffrance, ça a été pendant la course, c'est clair. Pendant 100 km, la souffrance a été là. Mais elle se sublime parce que tu sais que derrière, il y a beaucoup de choses à partager. Malek raconte avec ses mots, subtils et envoûtants, cette aventure hors du commun, dans un livre aux éditions First, Il était une fois, l'Antarctique. On continue de découvrir ce domaine de Val d'Isère sous le soleil, image exceptionnelle de Sébastien Battel et Steph Boden. On va découvrir un autre homme d'image, c'est Andy Parent. Lui, c'est la photographie qu'il exerce au quotidien avec beaucoup de talent, vous allez le voir. On va le rejoindre au col de l'Isran. Salut Andy. Bonjour Jean-Philippe. Merci de me recevoir dans l'un de tes lieux de prédilection, au col de l'Isran. Voilà, on domine cette montagne toujours spectaculaire, j'allais dire fantasmagorique. Tu as toujours autant de plaisir, toi, à venir ici? Toujours. C'est un endroit mythique de Val d'Isère. Qu'est-ce que tu trouves qui te touche, qui te donne de l'émotion dans ce qu'on peut voir autour de nous? Une atmosphère. Bon, là aujourd'hui, particulièrement la lumière qui est vraiment superbe avec ces nuages.
J'aime bien venir aussi sur ce col pour faire des photos avec la chapelle qui est là-bas. Ouais, qu'on voit là sur ces images, elle est magnifique. Alors évidemment, la montagne, c'est une évidence pour toi. Comment photographie aujourd'hui la montagne? Tout le monde photographie la montagne. Qu'est-ce qui fait qu'une photographie d'Andy Parent est différente? Qu'est-ce que tu rajoutes? C'est surtout une histoire de sensibilité. Après, c'est un travail sur la lumière, être patient, chercher la bonne lumière, le bon angle. Après, quand c'est avec un skieur, le faire passer au bon endroit, déclencher au bon moment. Et toujours pareil, vraiment ce travail sur la lumière, je pense que c'est ça le plus important. Il y a un plaisir jubilatoire à faire une belle photo. Tu sais quand tu crées une belle photo. Quand je clique, je sais si la photo est réussie. Alors parfois, il y a la petite angoisse, on se dit j'espère que la mise au point est bonne ou j'avais la bonne vitesse, etc. Mais en général, c'est au moment du déclenchement. Tu le sais tout de suite. Ouais, je le sais tout de suite. Alors on est ici évidemment à 2700 mètres et quelques. Vraiment le paysage est extraordinaire. Mais tu voyages dans le monde entier, je le disais. Tu es notamment allé au Groenland par exemple. Oui. Ces voyages, c'est toujours des découvertes, j'imagine. C'est une autre façon de faire de la photographie où c'est toujours la touche Andy Parent à chaque fois. Oui. C'est pas moi qui le dis, on va dire qu'effectivement il y a un style qui ressort, qui a priori serait dans les couleurs et toujours la lumière. Je ne sais pas si la façon est différente, c'est plus l'approche qui est différente, la découverte. C'est-à-dire que quand je fais des photos à Val d'Isère, ici, c'est des endroits que je connais, je les redécouvre en fonction de l'enneigement ou même en été. Mais lors d'un voyage comme au Groenland, c'est complètement différent, c'est une découverte de chaque instant. Et c'est le même plaisir ou c'est un plaisir avec la découverte en plus? Ah, il y a un plaisir supplémentaire avec la découverte. Que tu sois dans des pays froids, on va dire comme ici, en tout cas pour l'altitude, des pays chauds, qu'est-ce que ça change pour toi? C'est la même façon de shooter? C'est la même relation avec l'appareil photo? Non, non, non. Bah alors déjà, je suis plus attiré par les pays froids. Pourquoi? Tu le sais ça? Je sais pas, non, c'est comme ça. J'ai un peu de mal avec la chaleur. Il y a une forme de plaisir dans la souffrance aussi de la création. C'est pas évident de shooter lorsqu'on est dans le froid. Je pense pas que ce soit la souffrance, mais c'est vrai que quand il y a des petites montées d'adrénaline, au Groenland, j'ai un souvenir par exemple d'être sur le pont du bateau et on était dans la houle et donc je montais, je descendais sur 4-5 mètres de hauteur et pour faire des photos d'iceberg avec les vagues qui viennent éclater dessus, j'attendais ce petit moment d'apesanteur. En fait, je m'accrochais comme ça, je préparais mon cadrage avant et quand j'arrivais dans le moment d'apesanteur, clac clac, je faisais une petite rafale. Et voilà, c'est des petits moments intéressants et qui apportent un truc supplémentaire. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être dans des livres et d'être dans des expositions? On voit tes photos aujourd'hui, même si ça te gêne le terme d'artiste, mais on voit des photos comme des œuvres d'art. Qu'est-ce que ça te fait de voir différemment tes photos en tout cas? Il y a une reconnaissance, ça c'est sûr. Et puis voir une photo imprimée, c'est toujours plus jubilatoire que de la voir sur un écran. Là notamment, on est passé en plus par un atelier de tirage très professionnel, très pointu. Donc le rendu est magnifique. Ça leur donne une seconde vie, je dirais. Une renaissance. Une renaissance. Bon, en tout cas, Andy, merci de nous avoir fait découvrir ce col de l'Iseran, splendide. On te retrouve sur ton site internet où vraiment on peut découvrir tout ton travail, tous tes voyages, toutes tes photos, dans des livres comme celui-ci, Glacéo, voilà, qui évidemment revient sur ce voyage au Groenland. Tout à fait. Tu as eu la chance d'aller au Groenland et l'artiste qu'on va découvrir maintenant est allé lui en Antarctique. C'est Emmanuel Lepage. Tous les passionnés de bande dessinée le connaissent. Il a vraiment un panel graphique exceptionnel. Alors, on n'est pas allé le rencontrer en Antarctique malheureusement, mais chez lui, en Bretagne, c'est un petit peu moins froid. C'est sous le soleil de Bretagne, à quelques kilomètres de Saint-Brieuc, que l'on retrouve l'auteur de bande dessinée Emmanuel Lepage. C'est sur ces terres sauvages qu'il aime se promener pour se ressourcer et travailler son imaginaire. Mais comme beaucoup de Bretons, Emmanuel est un grand voyageur. Depuis quelques années, ses divers albums l'ont emmené aux quatre coins de la planète. En 2011, c'est l'Antarctique qui attend les pinceaux d'Emmanuel Lepage et l'appareil photo de son frère François. Un voyage
une aventure unique. Quand nous sommes rentrés de voyage, François avait toute sa matière, il avait les photos. Moi, j'avais tout à faire. J'avais bien ramené quelques croquis, j'en ai utilisé finalement très peu dans la bande dessinée, mais tout le travail restait à faire à mon retour. Et du coup, j'ai demandé à François de me donner ses photos, de faire une sélection. Et j'ai construit l'histoire à partir de ces photos. Non seulement à partir de ces photos, mais aussi d'un témoignage. Je lui avais demandé tout simplement de me raconter comment il avait vécu cette histoire. Et il m'a donné les lettres qu'il adressait régulièrement à sa compagne au cours du voyage. Et l'histoire a été construite autour de ça. Alors après, je me suis inscrit dessus, j'ai raconté moi-même mon propre vécu, comment j'ai vécu ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a, même si je suis, entre guillemets, le maître du récit, puisque c'est moi qui écris l'histoire et je l'écris à la première personne, François a une passe essentielle, puisque tout a été construit autour de son témoignage. En général, quand on est auteur de bande dessinée, c'est quand même qu'on a passé le plus grand moment de son enfance à dessiner. On a quand même l'envie de se mettre dans un monde imaginaire pour nous protéger un peu du monde. Donc c'est très étonnant que la bande dessinée m'a amené comme ça, à un moment donné, à vivre des histoires finalement assez proches des histoires que je racontais. Et d'y prendre plaisir. Mais ce genre d'expérience me rappelle chaque jour que je ne suis pas un héros. Le voyage m'a toujours fait rêver. Quand j'étais plus jeune, je voyageais peu ou pas. Donc je crée ces univers. Alors maintenant, je voyage sensiblement plus, mais c'est quelque chose qui franchement me nourrit. Enfin, nourrit à la fois mon imaginaire, mais aussi ma façon de dessiner. Par exemple, il y a quelques années, je suis passé à la couleur directe parce que je prenais énormément de plaisir au cours de mes voyages à faire des croquis à l'aquarelle en voyage. Je suis passé aussi à un nouveau type de dessin parce que c'est toujours le croquis en fait qui m'a amené là, parce que j'avais beaucoup de plaisir à faire du croquis. C'était quelque chose de très souple à un moment où j'ai eu un problème à la main qui m'a empêché de dessiner comme je le faisais avant. Donc le voyage a toujours été là à des modifications de ma façon de voir le dessin, de le vivre et de raconter des histoires. Donc ça a toujours été quelque chose qui a été pour moi une mine dans laquelle je puisais à la fois des images mais aussi des façons de raconter, des façons de dessiner. Elle a appelé ça la Moving Gallery, une galerie itinérante d'artistes. Jeanne Gorin a créé ce concept il y a quelques années. Elle représente aujourd'hui de nombreux artistes issus de la Savoie. Nous sommes allés à sa rencontre. Elle nous évoque ce nouveau concept très original. Galerie, c'est une galerie d'œuvres d'art itinérante. Donc en fait, j'ai pas de lieu fixe. Et j'expose en fait dans les hôtels, les restaurants, les magasins de ski. Et donc l'idée en fait, c'est d'aller vraiment à la rencontre des gens, de déplacer les œuvres. Et Moving Gallery, moving en anglais, ça veut dire aussi émotion. Donc il y a vraiment aussi l'idée de vouloir de créer de l'émotion, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une interaction. Donc aussi bien avec les gens de passage, avec les lieux d'exposition et les artistes. Les artistes sont locaux. Pour moi, c'était très important de mettre en avant Val d'Isère, les artistes de Tarentaise. En fait, j'étais en manque de culture un peu ici. Et en fait, j'ai décidé d'aller pousser les portes. Je me suis dit, il doit se passer des choses. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est d'aller chercher tous les artistes et de pouvoir les mettre en avant. Je ne m'attendais pas à une telle richesse. Ça a vraiment été une belle surprise. On peut voir derrière moi les œuvres de Julien Duquesnoy.
Donc on n'est vraiment pas du tout dans l'esprit montagne. Là, on va chercher complètement autre chose. Donc c'est vrai que j'ai des artistes vraiment différents. J'ai des photographes comme Andy Parent. Et je vais avoir voilà, Rosen Rosac qui va faire des choses plus en lien avec la montagne. Donc on a vraiment des styles différents et c'est ce qui est vraiment très riche. L'émotion, c'est tellement subjectif, puisque qu'est-ce qui va nous émouvoir, enfin, donc c'est propre à chacun. C'est vrai que les tableaux qui sont derrière moi, donc de Julien Dequenoy, me parlent beaucoup. Il se passe quelque chose. Ce sont des œuvres qui vivent. D'ailleurs, cet artiste n'hésite pas voilà, à mettre ses toiles sous la douche, qu'elles soient un peu abîmées, qu'elles aient vraiment un vécu. Donc ça va être aussi la démarche. Ce qui va me toucher aussi, c'est l'artiste en lui-même. J'aime beaucoup parler des artistes. C'est vrai qu'à la base, j'ai une formation sociologique. Donc ce qui m'intéresse, ça va être vraiment les interactions, les personnes, leur démarche. Donc c'est ça que je recherche, qu'il y ait vraiment une histoire, un vécu, aussi bien de l'artiste que des œuvres. Oh merde! Après mes cabrioles, on va aller voir une peintre d'origine réunionnaise, Rosen Rosac. Elle s'est installée à Val d'Isère. C'est dans son atelier qu'elle nous accueille et qui nous évoque sa passion, son affection, son émotion pour la peinture. Moi, je vais vivre d'autres émotions tout de suite. Superstar, where are you from? Is it going on you? Got a clue what you're doing. You can play blue to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you. Je crois que ça vient de La Réunion, parce que je suis née à l'île de La Réunion. Et il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup de couleurs avec les fleurs. Donc je pense que ça vient, toutes ces émotions viennent de là. Le volcan, la lave. Et puis après, je suis allée en Bretagne. Donc en Bretagne, c'est plutôt le granit, les terres écorchées, le vent, l'iode. Donc je pense que toutes ces influences, oui, m'orientent dans mon travail, c'est sûr. Et depuis que je suis ici, ça fait une quinzaine d'années, le vertical a repris, a caché un petit peu l'horizon et mon travail est plus orienté sur le vertical, des formats allongés, des pics, voilà, des télésièges. Oui, je pense que le milieu influence beaucoup mon travail. Et puis les périodes de ma vie, bien sûr, où je suis plus ou moins disposée à créer. Just what you are. You got me going. You are so charming, but I can do it. A womanizer. La montagne, je pense que c'est déjà la saturation des couleurs. C'est très saturé, c'est très tranché, alors qu'en Bretagne, c'est souvent gris, brumeux. Et j'aime bien ça, ces chocs de couleurs, même s'il n'y en a pas beaucoup l'hiver. J'aime beaucoup le côté tranché, graphique. J'ai plus une démarche graphique dans mon travail. Beaucoup de matière, mais aussi avec du graphisme. J'aime bien travailler toutes sortes de supports et un peu me détacher de la toile classique, donc en mettant soit du marmorino, c'est un plâtre granuleux que je dépose à la taloche ou à la truelle. Et j'essaye de créer des aspérités, des petites failles, un petit peu comme les crevasses ou le milieu qui m'entoure toujours. Et pourquoi pas faire sortir aussi des montagnes, la boîte, le volume, essayer de donner autre chose à voir au-delà de la simple image, essayer qu'il y ait une profondeur dans la toile.
féminine, peut-être dans ses courbes, on va dire, mais elle est aussi très dure, très anguleuse, Je sais pas, moi j'essaye de la traduire, je sais pas si ma part de féminité se sent dans mes tableaux, mais c'est à vous de me le dire. Ça va me faire un bêtisier. Tu veux témoigner là ou... C'est une équipe de choc. Depuis 1993, le festival Classique Aval permet à la musique classique de retentir ici dans les montagnes et dans la superbe église baroque de Val d'Isère. Nous sommes allés à la rencontre de celle qui orchestre tout ça, c'est Anne-Lise Gastaldi. Que la montagne est belle. Qui est sous le signe du partage, du plaisir et qui est une sorte de mariage entre le sport et la musique, l'histoire d'une semaine. C'est un lieu vraiment extraordinaire, c'est une église qui n'est pas si grande, où il y a beaucoup de bois, où il y a un recueillement, on ressent quelque chose et elle a une acoustique en plus absolument extraordinaire pour une église, ce qui est quand même assez rare. Il y a des églises avec une merveilleuse acoustique, celle-ci en fait partie, c'est vraiment merveilleux, ça se prête parfaitement à un moment de musique. J'essaie toujours dans ma programmation d'être assez éclectique et de choisir des œuvres où tout le monde peut se retrouver, des œuvres du grand répertoire, mais aussi des œuvres à découvrir et des œuvres de genres différents. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire cette année avec les 3 concerts. Il y avait un concert de musique classique à part entière avec Beethoven et Mozart qui sont vraiment les compositeurs classiques par excellence, et puis un concert comme celui de ce soir sur les musiques du monde et un clin d'œil aux musiques de films, et puis demain ce sera le jazz. J'ai essayé que tous ces styles de musique différentes se donnent la main, et de toute façon elles se donnent la main. Tout est proche. Vous savez, le classique est un peu le terreau dans lequel toutes les autres musiques viennent puiser, ou inversement, enfin tout se nourrit. Classique, vous savez, c'est une nécessité. Plus de personnes peuvent l'écouter et peuvent être confrontées à la beauté artistique, que ce soit d'ailleurs la beauté musicale, la beauté picturale. Regardez, nous sommes dans une église baroque magnifique qui fait certainement partie de notre patrimoine, avec des peintures extraordinaires, et c'est ce qui élève l'homme, l'art. Donc la musique, elle doit, dès qu'elle peut être proposée quelque part, peu importe le prestige, peu importe le public, de connaisseurs ou pas, il y a un public, il y a des musiciens, et cette rencontre, elle doit se faire partout et à tout moment.
les efforts qu'on fait pour vous réaliser cette émission Culture Thé ici à Val d'Isère. Je pense qu'on mérite avec l'équipe une petite pause, un petit encart. On va aller rencontrer le chef étoilé, Benoît Vidal. J'ai travaillé dans des maisons qui étaient quand même à 1200 mètres d'altitude, 1000 mètres. Donc j'avais quand même une approche avec la moyenne montagne, on dira, qui était déjà un petit peu inscrite. J'ai vécu, moi, natif au pied des Pyrénées. Donc j'ai le rapport à la montagne qui est certes différent, mais que j'apprécie et j'appréciais déjà auparavant. Ce qui est important aussi, c'est de retrouver cette histoire par rapport à la culture locale, régionale, les gens avec le rapport à l'Italie qui est juste derrière nous. On est juste derrière le col du Petit Saint-Bernard, donc on a la vallée d'Aoste qui est juste derrière nous. On a la vallée du Rhône qui est pas loin non plus, donc avec toute la richesse qu'elle peut fournir. Il y a l'histoire des gens qui ont vécu ici avec leur culture, leurs recettes, et c'est un petit peu l'amalgame entre moi, mon histoire, l'histoire des lieux et ces régions que j'essaye de raconter ici. On a ce côté très austère l'hiver où on est dans ce monochrome tout autour de nous. Donc on essaye d'interpréter un petit peu ça, ce côté froid, rude. Des fois on essaye de prendre un peu la saison à contre-pied. Par exemple, j'ai une assiette qui est tout en couleurs à base de racines, donc des produits de la saison avec des couleurs différentes, et on essaye de mettre en valeur ces racines par opposition à cette austérité qu'on peut retrouver dehors. Donc voilà, on essaie de les associer avec une culture beaucoup plus rustique, avec des produits plus bruts. J'ai découvert des gens qui font du cidre dans la région. On a de l'autre côté de la vallée de la Maurienne des gens qui font du safran, donc je travaille avec ces gens-là. On a du jus de pomme, on a un boucher qui est juste à côté, assez, qui me fait un petit peu toutes les viandes que je cherche, qui les affine, qui élève lui-même ses moutons. Donc voilà, c'est associer ces éléments-là à ma cuisine en même temps. Sur les recettes, il y a des modifications, surtout en pâtisserie, où on a les pâtes de fruits, les guimauves, ce genre de petites choses qu'on sert en minardise, où les degrés de température ne sont pas les mêmes. Après, sur les cuissons aussi, on a de la chance, l'eau bout à 85 degrés chez nous, donc on gagne du temps sur le travail. Voilà, ça permet de cuire plus vite, on a beaucoup plus d'oxygénation à ce niveau-là, donc on gagne du temps sur certaines mises en place, oui, c'est vrai. C'est la fin de votre émission Culture Thé. Merci de nous avoir suivis. On a vécu plein d'aventures émotionnelles au niveau artistique, plein de choses différentes. Merci encore à Stéphane de nous avoir accueillis avec ses chiens dans ce superbe traîneau. Les rendez-vous, vous les connaissez. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le mien c'est le Public Sénat. Le jeudi matin, je vous retrouve dans Métro News. Le vendredi, c'est dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture Thé.